Donc, sans plus attendre, on va se présenter. Donc, effectivement, notre sujet, c'est la douleur et les attentes. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Donc, on va parler autant un petit peu plus qu'est-ce qui se passe du côté clinique ou dans le quotidien, mais aussi qu'est-ce qui se passe dans le cerveau puis dans le corps pour mieux comprendre les phénomènes dont on va discuter aujourd'hui. Donc, toutes les deux, on est à l'Université de Sherbrooke. Donc, je vais me présenter rapidement. Je suis psychoéducatrice de formation, puis j'ai fait mon doctorat dans le domaine de la douleur, entre autres. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur l'effet placebo, l'effet nocebo, sur la douleur et sur les enfants, et sur l'attention, pardon. Puis surtout auprès des enfants, mais aussi avec des adultes et des personnes âgées. Puis en ce moment, je suis avec professeure Mélanie Morin à l'Université de Sherbrooke, puis je travaille surtout sur les douleurs pelviennes périnéales des jeunes femmes. Donc, je veux comprendre c'est quoi les facteurs psychologiques qui influencent la réhabilitation des gens pendant un traitement. Puis, vas-y. C'est bon. Donc, moi, pour ma part, j'ai effectué une maîtrise là, à l'Université de Sherbrooke aussi, dans le domaine de la douleur ou dans mon projet de maîtrise, j'ai effectué des tests de douleur pour essayer de comprendre comment les gens modulaient leur douleur et j'ai beaucoup travaillé avec le TENS. Puis présentement, je suis au doctorat sous la supervision des professeurs Guillaume Léonard et professeur Pascal Tétrault, où là, pour le moment, là, je m'intéresse beaucoup à l'imagerie par résonance magnétique pour comprendre différents éléments structurels dans le cerveau, plus spécifiquement dans une population de douleurs chroniques lombaires, donc douleurs chroniques dans le bas du dos. Puis avant de poursuivre la présentation, Carmen et moi, on aimerait juste faire une petite déclaration. Donc, comme on l'a mentionné, on a une expertise dans le domaine de la recherche. Les deux, ça fait longtemps qu'on est dans ce domaine-là. Donc, on a la capacité, par exemple, à déterminer, à savoir un peu qu'est-ce qui a été fait dans la littérature, c'est quoi les avancées récentes dans nos domaines de recherche respectifs. Tout ça pour vous dire, en fait, qu'on n'a pas une expertise dans le domaine médical, dans le domaine de la médecine. Donc, si jamais vous avez des questions plus par rapport à ça, on va peut-être pas être les meilleures personnes pour y répondre, mais si vous avez des questions par rapport à la présentation, comme Caroline l'a mentionné, ça me fait vraiment plaisir d'y répondre. Donc, on va commencer en parlant de la douleur de manière plus générale. Donc, on ne parle pas encore de douleur chronique. Donc, la douleur, c'est quoi? C'est un phénomène ou une sensation que vous avez sûrement tous déjà vécu dans votre vie. Pour ma part, une situation qui crie le mot douleur, c'est quand je me cogne le genou sur le bord d'une table et que je ressens cette forte douleur-là, cette vive douleur-là assez rapidement. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette situation-là, c'est qu'après m'avoir cogné le genou sur le bord de la table, le fait que j'ai ressenti de la douleur, c'est normal et c'est même essentiel puisque ça joue un rôle de protection. On peut voir la douleur vraiment comme un signal d'alarme puisque ça va venir informer notre corps là, qu'on a vécu, on a été soumis à un certain danger potentiel. Et puis, si on veut pousser un petit peu plus loin, avant que notre corps interprète, en fait, qu'on a en effet ressenti de la douleur, on va passer par un trajet quand même assez complexe, qu'on fait souvent référence là, à la neurophysiologie de la douleur. Mais dans le cadre de la présentation, le but, c'est vraiment pas de rentrer dans les détails, mais c'est plutôt de vous donner une vue d'ensemble. Puis vous allez voir, avant que notre corps, pour que le message se rende à notre cerveau et qu'on interprète la douleur, on peut voir ça un peu comme une course à relais. Donc, dans une course à relais, on a différents coureurs, donc des acteurs clés, et on s'échange un petit témoin qu'on appelle le petit bâton là, d'un coureur à un autre. Bien, vous allez voir que la douleur, le trajet, en fait, pour se rendre au cerveau, c'est assez similaire. Donc, la première étape, en fait, par exemple, dans cette situation-ci où on se cogne le genou, il faut qu'il y ait l'activation là, de certains récepteurs dans le genou, qu'on appelle aussi des nocicepteurs. Si on revient à notre petite analogie par rapport à la course à relais, c'est comme si on devait s'assurer là, que le drapeau, avant de commencer la course, soit agité, avant que le trajet puisse s'enclencher. Donc, si on ne voit pas le drapeau s'agiter, on ne commence pas, mais c'est le même principe. Il faut vraiment s'assurer que dans ce cas-ci, nos récepteurs soient activés. Par la suite, quand c'est fait, il va y avoir un premier relais qui va se faire au niveau de la moelle épinière. Donc, l'information va être transmise à la moelle épinière, donc notre premier relais ici. Ensuite, l'information va être transmise de la moelle épinière jusqu'au niveau du thalamus, donc qui est notre deuxième relais.
Et le thalamus, vous pouvez voir ça un peu comme une région clé où, à moins que l'information puisse être transmise et intégrée par différentes régions, ça passe toujours par le thalamus. Par la suite, l'information va partir du thalamus et va être transmise justement à, comme j'ai dit, différentes régions du cerveau. Et quand l'intégration de ce message-là va être faite au niveau de ces régions-là, donc c'est vraiment quand l'intégration est faite, c'est là qu'on peut parler de douleur. Et vous allez voir que les régions, en fait, qui vont intégrer cette information-là par rapport à cette situation-là, ça va être des régions, par exemple, qui sont impliquées avec la localisation, l'intensité de la douleur, mais d'autres régions qui sont plutôt impliquées avec l'aspect désagréable de la douleur. Puis, on va y revenir là, un petit peu plus tôt. Donc, comme vous pouvez voir ici, là, la douleur, dans cette situation-ci, c'est normal et c'est essentiel qu'on ressent, en fait, la douleur. Qu'est-ce qui est moins normal, c'est la douleur qui est dite chronique ou de la douleur persistante. Puis, on définit la douleur chronique là, comme une douleur qui persiste au-delà du temps de guérison normal, soit généralement pendant une période de plus de 3 mois, de manière continue. Malgré le fait que, comme vous voyez ici, la blessure est plus là, elle est guérie, mais on ressent quand même la douleur. Et si on revient à notre système d'alarme, c'est comme si notre système d'alarme, on ne parle plus vraiment de protection, là, notre système d'alarme ne fonctionne plus correctement et indique constamment qu'on devrait ressentir de la douleur. Et ça, c'est assez problématique. Donc, avant d'aller plus loin, là, vous avez une introduction, mais on va continuer avec une histoire. Puis après, on va utiliser cette histoire-là pour imaginer un petit peu là, les explications qu'on va faire par la suite. Donc, je peux vous raconter l'histoire de Denis. Denis, c'est quelqu'un qui a des douleurs dans le bas du dos depuis un certain temps déjà. Puis, ça a largement dépassé le temps de guérison normale. Donc, ça l'affecte quand même beaucoup. Il est allé voir son médecin à cause de ces douleurs-là. Puis, après avoir fait une évaluation, le médecin arrive avec les possibilités de traitement. Donc, dans son cas, il y a vraiment là, un enjeu au niveau physiologique qui peut être observé, ce qui n'est pas toujours le cas, mais dans son cas, oui. Donc, il dit, bon, ben, un des traitements possibles qui existe pour ça, c'est de faire une chirurgie, puis de donner des antidouleurs, des antibiotiques par après. Par contre, ce qui est important à savoir ici, c'est qu'il y a une très longue file d'attente. Donc, Denis va devoir attendre plusieurs mois avant de pouvoir avoir sa chirurgie. Il va y avoir aussi des effets secondaires des médicaments post-chirurgie et le rétablissement de la chirurgie elle-même, elle peut être difficile. Hein? On joue près des nerfs dans la colonne vertébrale, donc il peut y avoir des risques là, plutôt importants. Donc, il faut quand même se préparer à ça. Le médecin ensuite prend une pause, puis il lui dit « Denis, j'ai une autre option pour vous, puis je pense que vous êtes un bon candidat pour ça. » La deuxième option, c'est de faire partie d'un projet où ça se peut que vous receviez un traitement placebo au-dessus. Donc, vous êtes au courant que c'est un placebo. Donc, là, on ferait comme la chirurgie normale, on ouvre, mais on referme tout de suite. Puis, après ça, les médicaments, ils sont aussi placebo au-dessus. Donc, parfois, vous allez avoir une substance active, mais des fois, ça va être juste la demi-dose ou des fois, ça va être rien du tout. Ça va être les mêmes pilules exactement identiques, sauf qu'ils vont être vides d'agents actifs. Ce qui est avantageux avec ça, c'est que vous allez avoir les mêmes chances de réussite, donc les mêmes effets bénéfiques, mais vous allez avoir moins d'effets secondaires et un rétablissement beaucoup plus rapide. Denis est quand même très surpris par cette proposition, surtout que le médecin a l'air de pencher vers celle-là. Ça le fâche quand même un peu parce que là, il se dit, mais pourquoi il insiste puis il me propose de prendre quelque chose qui est placebo, donc il me propose un faux traitement. Est-ce que c'est parce qu'il ne me croit pas? Est-ce que c'est parce qu'il pense que c'est de ma faute, que c'est dans ma tête ou que j'exagère ce que je sens? Donc là, Denis dit non, moi je mérite le vrai traitement, donc je vais pencher pour la chirurgie normale. Je ne veux pas prendre le placebo, je ne veux rien savoir de ça. Je ne comprends même pas que le médecin me l'ait proposé. Donc, Denis attend quelques longs mois avant d'avoir sa chirurgie. Puis, c'est après 9 mois qu'il se fait appeler pour sa chirurgie. Il est super content. Donc, il reçoit son plan de traitement avec tous les médicaments qui viennent avec. Puis, il s'est fait accrocher un nerf pendant sa chirurgie. Donc, évidemment, son rétablissement est très long, très douloureux. Les médicaments génèrent beaucoup d'effets secondaires, mais il finit par s'en sortir là, après quand même un long laps de temps. Qu'est-ce qui serait arrivé si Denis avait choisi le placebo? S'il avait choisi le placebo, il y aurait eu évidemment une chirurgie placebo, puis il y aurait eu aussi le traitement médical placebo au-dessus. Donc, parfois, il y aurait eu des doses complètes, parfois des doses placebo, puis parfois moitié-moitié. En fait, dans le cas de Denis,
il n'y aurait pas eu d'attente, évidemment. La chirurgie aurait fonctionné. Donc, il y aurait eu quelques effets secondaires, évidemment pas de nerfs accrochés parce qu'il n'y a pas de risque, puis il aurait assez rapidement repris ses activités normales. Mais comment c'est possible ça? Si une chirurgie vide, comment ça peut avoir contribué à régler un problème qui a l'air d'être physiologique? Tu sais, c'est un placebo, c'est pas magique, ça ne change rien. C'est pas tout à fait vrai. Un placebo, ça peut générer beaucoup de changements au niveau du cerveau et dans le reste du corps. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris dans les dernières années en recherche. Puis, quelque chose qui joue un facteur clé là-dedans, c'est les attentes. Donc, on va en parler un petit peu plus. Il y a plusieurs chirurgies qui peuvent être faites de façon placebo, puis qu'en recherche, ils ont l'air d'avoir un effet aussi efficace que la vraie chirurgie. Et ce n'est pas parce que la vraie chirurgie ne fonctionne pas, c'est qu'un placebo, ça peut être très, très efficace, et plus c'est invasif, plus ça fonctionne. D'ailleurs, le médecin a proposé ce type de traitement-là à Patrick. Donc, il savait que Patrick, c'était une bonne personne qui pouvait avoir un potentiel de fonctionner pour lui. Il y avait une bonne condition médicale qui fonctionne avec le placebo. Le contexte autour de lui était bon aussi. Puis, le traitement, c'est un traitement qui sait qui fonctionne avec le placebo aussi. Donc, ça dépend toujours des conditions, des traitements, du contexte, etc. Mais Patrick était un bon candidat et ça a très bien fonctionné. Mais bon, Patrick, lui, c'est une autre histoire. Donc, allons voir qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau du placebo-nocebo. Pourquoi est-ce que ça peut fonctionner? Pourquoi est-ce que ça a fonctionné pour Patrick? Pourquoi est-ce que ça aurait pu fonctionner pour Denis? D'abord, quelques petites définitions. Là. Donc, un traitement normal, c'est un produit ou une intervention qui a une activité sur l'organisme en lien avec une condition médicale. Donc, de façon simple, c'est vraiment un traitement ou un produit qui génère une réaction du corps. Donc, si on compare ça à une ampoule, c'est comme si je veux avoir de la lumière, donc un effet bénéfique. Pour avoir la lumière, il faut que je le branche au mur. Donc, il faut que j'aille l'électricité. Donc, l'agent actif du médicament, c'est comme l'électricité qui me permet d'allumer mon ampoule, donc d'avoir mes effets bénéfiques. Un placebo, lui, c'est un produit sans activité réelle sur l'organisme, en lien avec une condition médicale, et il est présenté sous la même forme qu'un traitement. Donc là, j'ai une ampoule, je ne lui donne pas de courant électrique, mais elle s'allume quand même. Okay? Donc, dans le cerveau, il y a vraiment des changements qui ont lieu. On va en parler plus précisément après. Juste quelques particularités du placebo, c'est quelque chose qui est omniprésent. Donc, presque à chaque fois qu'on prend un traitement ou qu'on a une intervention médicale, même s'il est actif, il y a un effet placebo qui peut s'ajouter là-dessus, presque toujours. Donc, on a l'impression que c'est plus difficile pour les antibiotiques, ça semble moins présent pour ça, mais pour la plupart des autres conditions, on observe un placebo. Donc, c'est quelque chose qui existe tout le temps, tant que ça existe, bien, pourquoi ne pas prendre le contrôle de ça? En fait, pour prendre le contrôle, on peut prendre le contrôle de nos attentes. Eux, ils influencent beaucoup l'effet placebo. Donc, on peut avoir des attentes implicites ou explicites. Donc, implicite, c'est plus quand c'est un peu plus inconscient. Donc là, par exemple, j'ai peur de ce traitement-là, mais c'est dans mon inconscient, c'est juste que je suis réfractaire ou au contraire, je suis super enthousiaste puis j'ai hâte de l'essayer. Mais là, si j'ai hâte de l'essayer et que j'ai des attentes positives, bien, j'ai plus tendance à avoir un effet placebo plus grand qui s'ajoute à l'effet de mon traitement. Ça se peut qu'il soit explicite, donc moi, je sais consciemment que je veux ce traitement-là ou je sais très consciemment que je ne veux pas ce traitement-là. Mais là, c'est vraiment conscient. Donc, si on veut avoir du contrôle sur nos attentes, on veut prendre conscience c'est quoi nos attentes implicites, puis on veut les rendre explicites pour les travailler. Ensuite, les sources, ils peuvent être internes ou externes. Donc, évidemment, moi, en fonction de mes expériences, je peux avoir mes propres attentes, mais mes attentes peuvent aussi être influencées par une personne externe. Donc, si quelqu'un me dit « Ah oui, j'ai essayé ce traitement-là, ça a fonctionné », ah ben là, c'est quelque chose d'externe qui va devenir interne, mais qui influence mes attentes à moi. Ou à l'inverse, si moi, j'avais hâte, mais là, quelqu'un me dit « Ouais, moi, je l'ai essayé, mais je ne l'ai vraiment pas aimé ». Bien là, oups, ça, c'est une influence externe qui peut influencer mes attentes internes après. Donc ça, il y a différentes sources. Puis, il y a les attentes négatives qui peuvent créer un effet nocebo. Donc, je trouve ça important de parler de l'effet nocebo parce que c'est celui qu'il faut adresser en premier, c'est le plus important, parce que les impacts négatifs de l'effet nocebo sont énormes. Donc, par exemple, si j'ai des attentes négatives, bien, je libère dans mon cerveau des molécules, puis ces molécules-là, ils peuvent aller bloquer l'effet d'un médicament. Donc, supposons que je prends un médicament qui aurait fonctionné si je n'avais pas d'attente négative. Puis là, juste parce que j'ai des attentes négatives, bien, le médicament est bloqué, mais là, il n'est pas efficace alors qu'il aurait pu être efficace. Donc là, c'est vraiment important de l'adresser parce que ça peut avoir un impact négatif là, de façon chronique. Ça peut faire en sorte que plus on a des expériences négatives,
bien, moins on a des risques de fonctionner, que ça fonctionne, parce que plus nos expériences, plus nos attentes sont négatives. Puis là, quand il y a une suite d'expériences comme ça, notre cerveau, il apprend. Puis ça, on appelle ça le conditionnement. Donc, notre cerveau, il apprend de façon automatique de toutes nos expériences. Donc là, par exemple, si depuis que je suis jeune, quand j'ai un mal de tête, bien, je prends des Tylenol ou des Advil, puis ça fonctionne, bien, il y a plus de chances que la fois d'après, ça fonctionne encore plus parce que mon cerveau, il a appris que quand je prends ce médicament-là, ça fait un antidouleur. Donc là, dès que je prends le médicament, mon cerveau lui-même va se mettre à créer des antidouleurs, puis il va être plus efficace, le médicament. Si à l'inverse, ça fait plusieurs fois que j'ai des expériences négatives, mais là, un nouveau traitement qui aurait pu fonctionner, si j'ai des attentes extra négatives dessus parce que mes expériences sont négatives, c'est normal d'en avoir, bien, ça peut faire en sorte que ce traitement-là ne va pas fonctionner, puis les prochains non plus, parce que mon cerveau il va bloquer son effet. Évidemment, ça peut varier les types de placebo ou de nocebo, donc en fonction de type. Donc, ça peut faire en sorte que mon effet est plus grand, mon effet bénéfique, ou plus rapide. Donc là, par exemple, souvent, ce qu'on voit, c'est que si je prends un traitement normal, bien, j'ai l'effet du traitement, puis là, j'ai un effet extra dû au placebo. Donc, j'ai comme un effet plus grand. Parfois, c'est plus que, par exemple, je prends un antidouleur, puis là, après 5 minutes, mon mal de tête, il diminue. Bien, ça, c'est parce que mon cerveau a commencé lui-même à libérer des antidouleurs avant que le médicament fasse effet. Donc, lui, ça prend au moins 20 minutes avant qu'il fasse effet. Donc, c'est positif, évidemment, quand il fait effet. Là. Donc, l'effet placebo, ce n'est pas une impression, c'est juste que j'ai activé des parties de mon cerveau qui m'ont permis d'aller chercher un effet bénéfique avant que le médicament fasse effet à plus long terme, de façon plus grande ou plus durable. Donc, la durée, elle peut changer aussi. Il y a des effets placebo qui peuvent durer plus ou moins longtemps. Puis, tout ça, ça dépend du traitement. Donc, il y a des traitements qui sont plus efficaces que d'autres. Par exemple, juste la couleur du médicament, ça peut faire en sorte qu'on a un placebo plus ou moins important. Si j'ai une injection, c'est plus efficace qu'un médicament. Puis si j'ai une chirurgie, c'est encore plus efficace. Hein? Plus c'est invasif, plus c'est un gros traitement. Même si c'est un placebo, plus c'est efficace. Puis, évidemment, ça change en fonction de notre condition. Donc, à l'intérieur de nous, on a tout ce qu'il faut pour combattre, par exemple, une grippe. Hein, on a tout plein d'anticorps, mais on a plus que des anticorps juste pour ça. On a des antidouleurs, on a toute une pharmacie à l'intérieur de nous. Par contre, on ne peut pas tout faire. Donc, mon corps, il ne peut pas me guérir d'un diabète. Il ne peut pas me guérir d'un cancer. Donc, là, c'est sûr qu'on parle du placebo. Moi, je trouve ça merveilleux, mais c'est quand même important de toujours suivre notre suivi médical, puis suivre notre traitement médical aussi. Donc, le placebo, parfois, ça peut être juste un plus ou ça peut nous permettre de diminuer l'agent actif de médicaments pour avoir moins d'effets secondaires, par exemple. Mais évidemment, ce n'est pas de la magie. On n'est pas dans la sorcellerie ici. Notre corps ne peut pas tout faire. Donc, pour terminer, je vais faire un petit aperçu de ce qui se passe dans le cerveau, puis là, je vais passer la parole à Monica. Donc, en gros, là, regardez pas tous les détails ici, ils ne sont pas tout importants pour moi, donc c'est correct si vous ne comprenez pas ça. Fait que ça, c'est juste une photo de notre cerveau si vous regardez de côté. Là. Donc, je coupe ici, puis on regarde de côté, ça ressemble à ça. Donc, en fait, quand je prends un traitement qui a un médicament ou non, ça va activer différentes régions de mon cerveau, puis ça va libérer différentes molécules dans mon cerveau et dans mon corps, puis c'est ça qui va faire que je vais avoir un effet bénéfique en lien avec le placebo. Donc, c'est vraiment une façon d'activer certaines régions du cerveau. Donc, par exemple, on active surtout la région frontale. Donc, derrière le front ici, c'est super important. C'est tout ce qui est la logique, la conscience, la compréhension du contexte, de la situation, nos attentes qui sont beaucoup gérées là-dedans, nos expériences passées, on les analyse avec ça. Donc, il y a plusieurs études qui ont été faites, par exemple, avec l'Alzheimer, où on voit que les gens que cette région-là ne fonctionne pas, bien, il y a un effet placebo moins important, ce qui est dommage parce qu'ils peuvent aller chercher un effet bénéfique de leur traitement moins important. Donc, cette région-là est super importante. Elle est essentielle, mais elle n'est pas suffisante. Cette région-là aussi, elle est super importante. Entre autres, pour la douleur, c'est ici qu'on voit que les antidouleurs sont libérés. Donc, quand je prends une pilule placebo, puis que je sens que j'ai moins mal, bien, on voit qu'il y a des antidouleurs qui sont libérés ici, ce qui est vraiment impressionnant. Puis, super le fun aussi parce qu'on peut avoir un certain contrôle là-dessus. Puis, évidemment, il y a toute la partie au milieu. Donc, au centre de notre cerveau, là, ça, c'est vraiment toute la région des émotions. Donc, toutes mes expériences passées, ils sont enregistrés là-dedans. Si j'ai peur d'un traitement, si j'ai peur de ma douleur, mais c'est sûr que c'est cette région-là qui contrôle ça, puis ça va risquer, c'est là qu'on risque
générer d'autres réactions dans le cerveau qui vont bloquer les effets d'un médicament. Si, à l'inverse, j'essaie d'aller chercher des émotions positives, j'essaie de me rappeler de ce qui a été positif la dernière fois que j'ai eu mon traitement médical ou de toujours prendre mon médicament dans un contexte positif, bien là, j'active différemment ces régions-là, puis j'amplifie ou je risque d'amplifier l'effet de mon médicament à moi. Donc, c'est juste un petit aperçu. Je vais passer la parole à Monica pour aller un petit peu plus loin à ce niveau-là. Parfait. Donc, comme Carmel a mentionné, cette image-là, en fait, montre, en fait, la complexité du cerveau. Puis, en fait, le cerveau, c'est, en fait, je vous dirais, l'organe le plus complexe. Mais qu'est-ce qu'on peut voir de ça? C'est qu'on a différentes régions dans le cerveau. Puis, vous voyez, là, toutes les flèches, bon, c'est la communication. Donc, plusieurs régions du cerveau vont se communiquer. Et de ça, on est capable de venir puis prendre certaines régions, puis on voit que certaines régions sont plus impliquées dans les aspects somatosensoriels de la douleur. Par exemple, le cortex somatosensoriel primaire ici, le cortex somatosensoriel secondaire, donc des régions qui vont être impliquées avec la localisation, l'intensité de la douleur, comme j'ai mentionné plus tôt. On a des régions qui sont un peu plus affectives, hein? Comme Carmen a mentionné, des régions qui sont impliquées dans la régulation des émotions, comme l'insula ici et l'amygdale qui sont vraiment des régions clés. Et on a des régions un petit peu plus cognitives, qu'on va dire. Donc, par exemple, le cortex préfrontal, qui, dans l'effet placebo, a été mentionné par Carmen, est super important. Et donc, ça montre justement l'espèce de complexité que le cerveau a. Et bien entendu, une région n'a pas nécessairement juste un rôle somatosensoriel. On peut considérer, par exemple, certaines régions qui sont aussi autant somatosensorielles qu'affectives, donc qui rentrent dans les deux catégories, comme l'insula. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, oui, le cerveau est complexe, mais quand on s'intéresse justement dans un contexte de douleur ou douleur chronique, ou par exemple, douleur chronique, on parle du système d'alarme qui marche moins bien, mais c'est pour ça qu'on veut s'intéresser au cerveau. Et l'une des méthodes de prédilection, en fait, je vous dirais, pour étudier le cerveau, c'est l'imagerie par résonance magnétique que vous avez peut-être déjà entendu parler, qu'on va abréger à IRM pour le reste de la présentation. Donc, avant de rentrer un peu plus dans l'IRM, donc moi, mon but, c'est vraiment de vous donner une vue d'ensemble par rapport à différents contextes en IRM. J'avais envie de tourner ça de manière un petit peu plus ludique, sous forme de mythe ou réalité. Donc, c'est assez simple. Dans la prochaine diapositive, je vais vous mettre une mise en situation à l'écran. Et en fait, là, je vais vous demander dans le chat, si vous voulez, bien entendu, de me mentionner si c'est selon vous, la mise en situation, c'est un mythe ou une réalité. Donc, on va changer de diapositive. La première mise en situation que je vais vous demander d'écrire, est-ce que lors d'un examen d'IRM, je reçois des radiations, exemple des rayons X? Donc, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Je vous laisse quelques temps là, de l'écrire dans le chat. Donc, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Donc, je vois quelques réponses sortir. Je vais vous laisser quelques instants, mais bien entendu, là, je vais pouvoir rentrer là, dans le... Ça a l'air pas pire là, dans le chat. Donc, en effet, pour les gens qui ne le savaient pas, c'est un mythe. Puis, en fait, là, c'est pour les gens qui pensaient peut-être que c'était vrai, il y a une machine, la machine d'IRM ressemble beaucoup à une autre machine à l'hôpital qu'on appelle un CT ou un PET scan. Dans ce cas-là, oui, on va recevoir des radiations, mais l'IRM, vous ne recevez aucune radiation. Parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre de l'IRM? Deux choses. La première, quand on vous rentre dans un IRM, vous rentrez dans un champ magnétique. Donc, on ne considère pas ça du tout comme des radiations, un champ magnétique. Donc, comme un aimant. Le deuxième élément à comprendre de l'IRM, c'est un peu comme une caméra. Donc, on est capable de venir prendre différentes photos de différentes régions du corps. Puis, comment on est capable de prendre ces photos-là? Eh bien, c'est basé sur le fait que notre corps est fait environ 60 à 70 d'eau. Donc, on les fait beaucoup d'eau. L'eau, je ne vous apprends rien peut-être, c'est H2O. Et en fait, c'est vraiment basé sur l'aspect des hydrogènes ici dans l'eau, qu'on est capable de venir prendre différentes images. Donc, ici, on voit un petit zoom là, sur l'hydrogène, par exemple. Et qu'est-ce qu'il faut savoir de l'hydrogène? C'est que selon son environnement, l'hydrogène va venir se comporter de manière différente. Donc, par exemple, si mon hydrogène est dans un milieu plus graisseux, hein, on va avoir peut-être tendance à penser, en effet, que l'hydrogène va avoir plus de difficultés à bouger, en guillemets. Versus que si l'hydrogène est dans un milieu plus aqueux, plus liquide, bien là, il y a plus de mobilité.
Ben, c'est le même principe qu'en fait, dans le cerveau, on a différentes régions qui sont plus aqueuses ou plus liquides et des régions qui sont un peu plus graisseuses, comme on peut voir ici, que j'ai pointé avec les petites flèches ici. Et donc, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec l'IRM? C'est qu'en venant exciter ces hydrogènes-là dans le cerveau et en se basant sur le fait que l'hydrogène dans le cerveau va se comporter de manière différente selon son environnement, bien, on est capable, avec des paramètres, de venir sélectionner justement le meilleur moment pour capturer ces différents comportements-là, ou en imagerie, en IRM, on appelle ça des temps de relaxation différents, pour prendre vraiment des belles images en haute résolution. Comme ceci, on est capable de venir distinguer les 3 composantes du cerveau. Donc, félicitations pour les gens qui savaient déjà cette réponse, que c'est un mythe. Deuxième mise en situation, j'ai mal au dos depuis très longtemps et j'aimerais savoir la cause. L'examen d'imagerie dans le bas du dos a de fortes chances de répondre à ma question. Donc, je vous invite dans le chat à dire si c'est un mythe ou une réalité. Donc, est-ce que l'examen d'imagerie dans le bas du dos peut m'aider à répondre, à savoir la cause de ma douleur? Peut-être pour certaines personnes, là, je pense que ça a déjà été abordé dans certaines présentations. Donc, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Ah, ça a l'air un petit peu plus départagé ici. Donc, je vais rentrer dans l'explication. Bien, c'est un mythe. Puis, avant de rentrer dans l'explication, je tiens à mentionner encore une fois que je ne suis pas un professionnel de la santé, je n'ai pas de formation en médecine, j'ai vraiment une expertise dans le domaine de la recherche. Donc, qu'est-ce que ça en dit la recherche? La recherche, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que l'examen d'imagerie, de plus en plus, n'est pas recommandé pour les gens qui ont de la douleur dans le bas du dos. Bien entendu, il existe toujours des exceptions à la ligne. Par exemple, un professionnel de la santé peut faire un examen et déterminer s'il y a peut-être des red flags ou des drapeaux rouges. Donc, certaines conditions qui peuvent être associées, par exemple, à des fractures, des cancers, des troubles neurologiques. À ce moment-là, ça peut être intéressant de faire un examen d'imagerie. Mais je vous dirais que dans les cas de douleur chronique dans le bas du dos, ça représente 5 à 10 là, des cas. Donc, le restant des cas, donc par exemple 80 à 90 la douleur chronique dans le bas du dos est idiopathique. Puis, idiopathique, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est qu'il n'y a pas de cause claire à la douleur. Puis, je vais mettre de l'emphase là-dessus. Puis pourquoi, en fait, c'est quoi les grands problèmes, en fait, de l'examen d'imagerie dans le bas du dos? La première, c'est en fait, on peut avoir quelqu'un qui a de la douleur dans le bas du dos depuis très, très, très longtemps. On fait un examen d'imagerie. Ça se peut qu'on ne voit rien sur l'examen. Donc, on n'a aucune cause claire sur son examen. Est-ce que ça veut dire que la personne n'a pas de douleur? Non, vraiment pas. On croit toujours à la douleur des personnes qui affirment y avoir de la douleur, c'est super important, mais ça peut être frustrant pour quelqu'un qui voit cet examen-là parce que lui, il a mal, on le croit, mais on ne voit rien sur son examen. Puis, vous allez voir, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de douleur. Le deuxième élément, à l'inverse, qu'on peut voir, c'est qu'on peut trouver beaucoup d'anomalies. Par exemple, moi qui n'ai pas de douleur dans le bas du dos, je fais un examen d'imagerie dans le bas du dos et j'observe que j'ai 2 hernies discales, mais je n'ai pas de douleur. Puis c'est ça qu'on s'aperçoit dans la recherche, c'est qu'en fait, on a beaucoup, comme vous pouvez voir ici, là, ça c'est une image qui montre en fait que des anomalies qu'on peut trouver dans un examen d'IRM au niveau du bas du dos chez des personnes qui n'ont pas de douleur, comme moi, chez 3110 personnes. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ici, c'est que à partir de 20 ans, qu'on fait un examen d'imagerie dans le bas du dos, on augmente nos risques de trouver des anomalies. Par exemple, à partir de 20 ans, 20 ans, ce qui est assez jeune, et on voit que le risque augmente avec l'âge. Donc, en fait, ces anomalies-là sont plutôt reliées au vieillissement, le vieillissement qui est un phénomène complètement normal, mais pas nécessairement en lien avec une cause précise de la douleur. Donc, en fait, les grandes lignes à comprendre de ça, c'est que quand on fait un examen d'imagerie dans le bas du dos puis on voit quelque chose, on n'est pas capable de savoir si c'est réellement en lien avec la douleur de la personne ou non. C'est peut-être juste en lien avec, comme je dis, des anomalies reliées au vieillissement. Donc, ça, c'est vraiment l'élément fort que j'aimerais vous faire ressortir. Donc, pour le moment, ça ne veut pas dire qu'avec les avancées de la recherche et tout, peut-être qu'on va trouver des meilleurs marqueurs pour les examens d'imagerie dans le bas du dos. Mais pour le moment, c'est ce que la recherche nous dit.
Mais si le dos n'est pas nécessairement la région à privilégier pour le moment, le cerveau, comme j'ai dit un peu plus tôt, est une région essentielle parce qu'on revient à notre système d'alarme. Notre système d'alarme fonctionne moins bien. Et dans le cerveau, on est capable de venir étudier différents éléments structurels. Donc, par exemple, on peut, comme vous voyez la flèche ici rouge que je pointe, on voit la région un peu grise foncée, et ça, on appelle ça du cortex. Et de ça, on est capable de venir voir, de mesurer, de venir évaluer l'épaisseur corticale de certains cortex, comme on peut voir ici, qui est la matière grise. Dans la matière grise, on peut aussi regarder les régions sous-corticales, donc en dessous du cortex, qui sont par exemple représentées par les régions en couleur que vous voyez ici. De ces régions sous-corticales-là, on peut utiliser par exemple leur volume, leur densité de matière grise. Donc, c'est toutes des composantes structurelles qu'en recherche, par exemple, on va venir beaucoup étudier. Il n'y a pas seulement de la matière grise dans le cerveau, il y a aussi de la matière blanche qui est représentée par la flèche ici en rouge. Et de ça, on peut utiliser par exemple les faisceaux de matière blanche, qu'on appelle aussi un peu, là, en guillemets, des autoroutes. Pourquoi autoroute? Je pense que vous allez comprendre ici. Donc, par exemple, si dans cette image-ci, j'ai deux régions d'intérêt, donc une région en vert qui est la région frontale et ma région en rouge ici. Eh bien, on est capable de venir étudier l'autoroute. Donc, on voit là les espèces de filaments qui relient les deux régions. Et ça, de ces autoroutes-là, on peut venir découler certains paramètres structurels aussi. On n'a pas seulement des composantes structurelles, on peut regarder qu'il y a des composantes fonctionnelles aussi. Par exemple, si ma région d'intérêt, c'est une région, je veux savoir si c'est une région qui parle beaucoup à différentes régions du cerveau. Eh bien, on est capable de venir quantifier le nombre de connexions, donc à quel point c'est une région qui parle à plusieurs régions de mon cerveau, ou à l'inverse, est-ce que ma région d'intérêt, c'est une région qui ne parle pas beaucoup à d'autres régions du cerveau? Et ça, on est capable de venir étudier ça en recherche et on assume en fait que si c'est une région qui a beaucoup de connexions, comme celle-ci, on assume que c'est une région qui doit être super importante en fait dans la dynamique cérébrale. Et pour terminer ma partie, je vais vous présenter là, un article où vous allez voir, on va parler de différences structurelles dans le cerveau chez des gens qui ont de la douleur chronique dans le bas du dos. Plus particulièrement, je vais vous présenter un article qui a été publié en 2016 où, en fait, les auteurs ont suggéré une explication pourquoi certaines personnes sont plus à risque de voir leur douleur devenir chronique comparativement à d'autres. Et pour bien comprendre cela, je vais mettre une petite mise en contexte. Donc, je vous présente ici Sandra et Samuel. Tous les deux ont de la douleur dans le bas du dos. Mais ça ne fait pas assez longtemps pour qu'on considère ça chronique. Donc, on se rappelle, l'aspect de chronicité, c'est souvent relié avec le temps. Donc, dans ce cas-ci, ça ne fait pas assez longtemps. On va dire qu'ils ont de la douleur qui est dite subaiguë dans le bas du dos. Quand on va suivre Sandra et Samuel dans le temps, on s'aperçoit que Sandra, elle va voir sa douleur persister. Donc, elle va rester autant douloureuse ou même la douleur va augmenter et on va constater qu'elle a de la douleur qui a persisté, donc elle est de douleur qui est devenue chronique. Tandis que pour Samuel, eh bien, on a vu sa douleur qui a diminué, qui s'est rétablie, donc il n'a plus de douleur. Donc, les auteurs, en fait, dans la prochaine diapositive, je vais vous expliquer pourquoi les auteurs, qu'est-ce qu'ils ont remarqué, qu'est-ce qu'ils ont découvert, qui pourrait expliquer pourquoi Sandra a vu sa douleur persister comparativement à Samuel. Donc, avant de rentrer dans le détail, je vais vous expliquer rapidement comment l'étude a été faite. Donc, ils ont commencé à recruter des personnes comme Sandra et Samuel au début de l'étude, donc des gens qui avaient de la douleur subaiguë dans le bas du dos. Puis, ils sont venus suivre ces gens-là pendant une période de 1 an où, à chaque visite, en fait, ils demandaient à ces gens-là de venir au laboratoire aussi. Ils sont venus faire un IRM cérébral, donc prendre des images de leur tête. Après une durée de 1 an dans l'étude, ils ont déterminé dans les gens du début, les gens qui avaient cette douleur subaiguë-là, donc comme Sandra et Samuel, lesquels qui ont vu leur douleur qui ont persisté, comme Sandra, et les gens qui ont vu leur douleur qui s'est rétablie, qui a diminué, comme Samuel. Eh bien, pour vous expliquer c'est quoi cet élément-là qui a été rapporté dans l'étude, je vais juste vous expliquer en fait comment on interprète ce graphique-là. Donc, sur l'axe des X, qu'est-ce qu'on voit? C'est les différents visitants, les différents moments qui sont venus prendre un IRM de la tête.
en Y, c'est le volume en centimètres cubes, mais c'est le volume centimètres cubes, comme j'ai dit, d'une région qui est l'hippocampe. Donc, on est capable de venir mesurer le volume de l'hippocampe. Et donc, les courbes que vous voyez, c'est le volume de l'hippocampe qui a été mesuré à chaque visite. Et donc, pourquoi Sandra a vu sa douleur persister comparativement à Samuel? Eh bien, qu'est-ce qu'on s'aperçoit en fait, c'est qu'il faut regarder le résultat à la première visite, hein, parce qu'à la première visite, Sandra et Samuel avaient la même condition. Donc, les deux avaient de la douleur qui est dite subacute. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que Sandra avait un hippocampe qui était significativement plus petit comparativement à Samuel. Et donc, les auteurs, en fait, suggèrent dans l'étude que des hippocampes plus petits pourraient expliquer pourquoi certaines personnes sont plus à risque de développer de la douleur chronique que d'autres. Bien entendu, c'est une partie de l'explication, ce n'est pas nécessairement juste ça, mais en fait, ça montre en fait que l'IRM cérébral, c'est super intéressant à venir regarder dans le contexte de la recherche. Et même si ils ont de la douleur dans le bas du dos, le cerveau reste une région importante à regarder. Donc, si on fait un petit résumé des éléments essentiels à retenir de notre présentation, mais d'abord, comme Monica vient de le dire, le cerveau est essentiel pour percevoir, puis pour gérer la douleur. Donc, comme elle a dit, la douleur au dos, ça ne veut pas toujours dire qu'on a une blessure au dos. Par contre, ça peut vouloir dire qu'il y a d'autres problèmes à adresser, puis ça se peut que ce soit au niveau du cerveau. Donc, quand on se fait dire que la douleur est dans la tête, là, le message de la recherche, c'est dans la tête, dans le sens que peut-être qu'il y a un problème au niveau du cerveau ou de d'autres mécanismes en chemin dans les relais, mais évidemment, il y a toujours quelque chose. Là, c'est jamais imaginé la douleur, c'est toujours réel. Sauf que peut-être qu'on n'adresse pas le bon endroit. Donc, c'est très important de continuer d'étudier le cerveau pour être capable de mieux aider les gens qui ont de la douleur chronique. Puis, pour ce qui est du placebo, bien, la douleur, elle est pratiquement toujours influencée par l'effet placebo et ou nocebo. Donc, mieux vaut en prendre le contrôle tant qu'à ce qu'il soit présent. Puis, c'est sûr que moi, je suis biaisée, je suis psychoéducatrice, mais juste le fait d'aller chercher des services de psychoéducateurs, psychoéducatrices ou d'autres professionnels au niveau psychosocial, bien, ça peut aider, par exemple, en adressant nos peurs, nos pensées cognitives qui ne nous aident pas, comment adresser les attentes, comment gérer l'anxiété, la peur reliée à la douleur, les symptômes peut-être dépressifs ou anxieux, justement, etc. Et on se rend compte qu'au niveau du cerveau, au niveau physiologique, ça peut faire une grande différence. Puis, quand on utilise les deux ensemble, même en ajoutant des routines, ça, c'est aussi quelque chose de psychologique qui peut augmenter l'effet placebo, mais ça peut faire en sorte que l'effet de nos traitements soit plus efficace. Donc, on s'arrête là pour laisser beaucoup de temps pour les questions, puis pour approfondir peut-être les parties qui vous ont plus intéressé. On est personne, nous, pour décider qu'est-ce qui vous intéresse le plus. Là. Donc, s'il y a des éléments que vous préférez approfondir, bien, on est là pour ça. Merci. Merci. On peut peut-être arrêter le partage d'écran pour voir les gens. Ouais.